plus haut. La parole est maintenant à Monsieur Joël Giraud, du groupe radical républicain démocrate et progressiste, pour un temps maximal de 10 minutes. Bien, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente de la Commission, Mesdames les corapporteurs, Madame la rapporteure pour avis et chers collègues. Il est des dates qui indéniablement marquent la vie d'un élu dans ce qu'il a comme convictions les plus profondes. Cela étant, rassurez-vous, compte tenu de ma façon de chanter, je ne chanterai pas à la tribune. Je vous remercie pour cette approbation. Issu de plusieurs générations de montagnards, de plusieurs massifs, mais aussi de plusieurs pays européens, je ne peux que me réjouir de l'intensité du moment que notre gouvernement nous donne aujourd'hui l'occasion de vivre. En 86, je faisais mes premiers pas en politique, à 26 ans, dans le sillon de mon père brutalement décédé, pour entrer au conseil municipal d'une bourgade alpine, l'Argentière-la-Bessée, en plein effondrement économique, avant d'en être élu maire. Dans ces années-là, mon prédécesseur dans cet hémicycle, Robert de Caumont, portait avec d'autres collègues parlementaires, et je tiens à citer Louis Besson, Augustin Maurepas, René Souchon, la voix des montagnards qui aboutissait à l'adoption à l'unanimité le 9 juillet 85 de la loi Montagne. À l'époque, je n'imaginais pas, ou peut-être l'espérais-je, qu'à mon tour, je serais un des porte-parole de la cause de la montagne. 30 ans après, je suis heureux et fier de participer au renouveau de ce texte et de soutenir ce gouvernement qui a décidé d'œuvrer à ce projet. Permettez-moi d'avoir une pensée pour notre ancienne ministre du Logement, de l'Égalité des Territoires et de la Ruralité, Sylvia Pinel, qui affirmait le jeudi 16 octobre 2014 à Chambéry, devant les élus de la montagne, que la politique de la montagne avait été d'une certaine manière précurseur de la notion d'égalité des territoires et que, à bien des égards, la montagne était en avance dans la gestion de certaines problématiques qui toucheront plus tardivement d'autres espaces de notre pays. Oui, innover en montagne ou innover la montagne a souvent conduit la France tout entière sur la voie de l'innovation. Le Premier ministre a été l'un des premiers convaincus et je demeure très sensible à l'engagement qu'il a pris à Chamonix le 7 octobre 2015 devant l'ensemble des membres du Conseil national de la montagne et lui renouvelle mes remerciements pour la confiance qu'il m'a accordée dans la mission qui est la mienne au sein du Conseil national de la montagne, une fonction où j'ai succédé à Marcel Citadier dans une continuité plus que républicaine. Le Premier ministre avait, dans sa feuille de route, annoncé l'ambition du gouvernement d'engager l'acte 2 de la loi Montagne. Il a tenu sa promesse. Désormais, cher monsieur le ministre de l'Aménagement du territoire, de la Ruralité et des collectivités territoriales, c'est avec vous que tous ensemble, nous allons construire ce beau projet de modernisation, de développement et de protection des territoires de montagne. Je connais votre pugnacité et votre amour pour la France de nos territoires, alors vous avez toute ma confiance pour mener à bien la mission qui vous a été confiée. Je tiens à ce stade à adresser un message de remerciement tout particulier à nos collègues Annie Genevard et Bernadette Laclais, qui ont mené avec enthousiasme, passion et collégialité l'étude dont nous avons tous pu apprécier la qualité avant de devenir très légitimement les co-rapporteurs du texte. Mais aussi, monsieur le ministre, à votre cabinet, dont les cernes que je discerne à l'instant témoignent de l'engagement jour et nuit en faveur de ce texte. Aujourd'hui s'offre à nous une nouvelle ère pour bâtir ensemble la montagne de demain. La période de gestation étant terminée, nous entamons donc le débat sur ce grand projet afin de réaffirmer d'une seule et même voix, de manière forte et claire, le caractère spécifique de la montagne et la nécessité de lui adapter nos textes. Les dispositions institutionnelles ou économiques doivent s'harmoniser avec ces spécificités qui peuvent également se décliner à l'échelle de chaque massif. Nous devons offrir la possibilité d'adapter toutes les dispositions de portée générale aux enjeux des territoires de montagne. Car, mesdames et messieurs les ministres, monsieur le ministre, mesdames, messieurs, chers collègues, si la montagne est singulière, elle est aussi plurielle. Aussi, notre groupe de travail conjoint avec l'Association nationale des élus de la montagne, l'ANEM, dont je salue le président Laurent Wauquiez, et la secrétaire générale et future présidente Marie-Noëlle Battistel, s'est attaché à réfléchir sur divers aspects afin de peaufiner le texte initial qui nous est présenté, de proposer quelques modifications de la lettre tout en respectant, cela va de soi, son esprit. C'est pourquoi je ne me livrerai pas aujourd'hui à une analyse exhaustive du texte, exercice où ont excellé tant le ministre que nos trois rapporteurs, Bernadette Laclais, Annie Genevard, et la rapporteure pour avis de la Commission développement durable, Béatrice Santé, ainsi que notre présidente de la Commission des affaires économiques, Frédérique Massad, dont la qualité d'ancienne présidente de l'ANEM se sentait dans son intervention. Ma collègue Jeanine Dubié détaillera tout à l'heure les volets agricoles et numériques qu'elle connaît parfaitement, ainsi que les amendements du groupe de RDP avec la sensibilité pyrénéenne que nous lui connaissons tous. J'irai quant à moi directement sur quelques sujets qui me semblent essentiels. D'abord, pour répondre aux esprits chagrins qui ne voient pas en ce texte un texte fondateur, je dirais qu'ils font une simple erreur d'analyse. Nul n'a voulu dans cet exercice détricoter la loi Montagne de 85 et l'équilibre précieux trouvé à l'époque entre aménagement et préservation. C'est donc bien un texte d'actualisation d'une loi fondatrice d'un droit à la différence que nous examinons aujourd'hui.
il faut le regarder à l'aune des textes réglementaires qui sont également issus de ce texte, soit déjà en cours d'élaboration, voire déjà promulgués. J'y reviendrai tout à l'heure. C'est également un texte qu'il faut analyser à la lecture de l'article 174 du traité de Lisbonne, qui établit à partir de l'expérience française le droit à la différence de la montagne, des îles et des zones faiblement densément peuplées. Je reviendrai sur une phrase du titre 1 qui me semble extrêmement importante, la possibilité de saisir le Conseil national d'évaluation des normes par le président de la commission permanente du CNM. Cette phrase n'est pas anodine, car la montagne se meurt des normes qu'elle ne peut appliquer. La pente en est la principale raison. Comment peut-on gérer la sécurité et l'accès à un refuge de montagne dans un cadre classique d'établissement recevant du public? Comment peut-on utiliser dans des zones arboricoles un escabeau normalisé qui ne fonctionne que sur un sol plat? Comment peut-on créer une pente pour traverser en souterrain une route avec une pente maximale inférieure à celle des trottoirs qui y conduisent? Cette phrase est donc porteuse de l'espoir d'un territoire qui se trouve face à des monuments d'incompréhension dans une société qui a trop tendance à tout uniformiser, avec les conséquences en termes de judiciarisation de la société qui en découle. Cette simple phrase est donc, monsieur le ministre, à elle seule le symbole d'un droit à la différence pour peu que les présidents qui se succéderont à la présidence de la commission permanente du CNM veuillent bien l'utiliser de manière efficace. Permettez-moi aussi d'insister sur l'effet bénéfique de ce texte sur d'autres lois ou d'autres textes réglementaires. Les discussions sur la pluriactivité et la saisonnalité, notamment grâce au travail du groupe de travail éponyme sous l'autorité de la ministre du Travail, Myriam El Khomri, et je salue mes collègues, là encore, Bernadette Laclais, Marie-Noëlle Battistel et la sénatrice Annie David, ont amené à ce que des mesures importantes soient déjà prises dans la loi travail, des mesures co-construites avec les parlementaires de montagne et qui bénéficient à toute la nation. Aujourd'hui, le CDD saisonnier renouvelable devient la règle et le CDD saisonnier non renouvelable l'exception. C'est important. D'ici aux élections présidentielles, les branches où la négociation n'aura pas abouti se verront imposer des règles par ordonnance, y compris en termes de compensation financière. Notre texte, vous l'avez rappelé, monsieur le ministre, ajoute des éléments extrêmement importants, dont l'expérimentation de la mise en place du chômage partiel dans les stations gérées en régie. Ce sont souvent les plus fragiles, tant sur le plan économique que social. Ces mesures permettront, y compris dans ces stations, de généraliser les CDD renouvelables, car jusqu'à présent, la seule arme en cas d'aléa météorologique était de ne pas embaucher le personnel partiellement ou totalement, privant de couverture sociale des femmes et des hommes dans des territoires déjà paupérisés. Ce texte prévoit aussi des dispositions sur les caisses pivots qui vont trouver leur traduction dans quelques jours dans le PLFSS. En effet, ce texte va enfin contraindre une des caisses à se porter fort pour toutes les autres afin d'assurer une cohérence dans le traitement des dossiers des saisonniers et pluriactifs, y compris ceux qui relèvent du régime social des indépendants, le RSI. Je ne passerai pas sous silence le décret du ministre de l'Agriculture qui permet de relever de 536 à 700 heures le plafond d'heures travaillées non agricoles pour les agriculteurs membres d'un groupement agricole, d'un GAEC, ce qui serait extrêmement important pour l'agriculture de montagne et particulièrement l'agriculture de haute montagne. Quand il gèle plus de 6 mois par an le matin, il est difficile de cultiver la terre. Autre effet bénéfique de la loi Montagne, l'accélération du processus que nous attendions tous et qui tardait à se concrétiser, la promulgation de l'instruction de l'éducation nationale sur les écoles de montagne et les écoles rurales. La rédaction qui va être issue de l'amendement que nous avons tous voté à l'unanimité en commission, que va nous proposer le gouvernement en séance concernant cet aspect, reprend littéralement notre amendement de la commission, sans rien dénaturer de l'intention de celles et ceux qui l'ont défendu, ce principe en commission. C'est pas un avant considérable que je salue dans l'approche territoriale de l'éducation, qui nous avait tant manqué jusqu'à présent dans les textes législatifs. Alors, je voudrais revenir sur le volet tourisme et plus particulièrement sur la modification de la loi NOTRe permettant à des stations classées ou en cours de classement de conserver leur office de tourisme. Je crois que c'est un élément important attendu par notre collègue Charles-Ange Ginésy, mais j'insiste sur le fait que le tourisme peut aussi fonctionner dans un cadre d'une solidarité intercommunale et il importe, avant que les choix définitifs soient faits par les intercommunalités, que la notion de station intercommunale classée de tourisme soit précisée. Et puisqu'il est question de la loi NOTRe, je me permets de soulever ici une question cruciale pour les montagnards, celle de la gestion publique de l'eau, un choix quasi unanime en montagne, car le lien entre la vie en montagne et cette ressource naturelle est quasi viscéral. La crainte des populations de montagne est aujourd'hui de se voir imposer des choix politiques dans le cadre de grandes intercommunalités, qui incluent parfois des villes importantes n'ayant pas la même approche de la gestion de l'eau. C'est le bon sens même, car dans la plaine, le réseau et la ressource sont bien différents des problèmes de captage, de gestion des risques naturels que connaissent les équipes municipales et les employés, ou parfois l'unique employé de la commune. Pour gérer les transports routiers de proximité et les transports scolaires, les régions peuvent faire le choix de déléguer au département cette gestion. Il convient de dire clairement que les intercommunalités pourront faire de même sur les territoires de montagne. Venons-en maintenant et brièvement à ce qui concerne l'économie des stations et les unités touristiques nouvelles. Je crois que nous avons trouvé un équilibre avec l'amendement du gouvernement qui permet, au cas où une UTN ne soit pas prévue au PDOSCOT, de mettre en place une procédure de déclaration de projet ou de projet d'intérêt économique majeur.
Cela étant, il reste à régler dans le décret, notamment le cas des communes dépourvues de PLU et de SCOT approuvés, où la procédure actuelle doit pouvoir continuer à s'appliquer, notamment pour celles ouvrant à urbanisation. Des projets mineurs également, qui ne feront jamais l'objet d'une déclaration de projet, bien qu'ils soient soumis au régime des UTN. Et enfin, favoriser les ascenseurs de type urbain sans piste de retour, où on ne doit pas avoir plus de contraintes que lorsque nous sommes dans un transport urbain classique en ville. Monsieur le ministre, il y a quelques années, vous avez, en qualité de ministre du Tourisme, lancé le slogan « La montagne, ça vous gagne ». Eh bien, faisons le pari qu'à l'issue de ce débat parlementaire, ce soit la montagne qui gagne, car la nation tout entière gagnera avec elle. Merci, Monsieur Giraud. La parole